des questions les plus troublantes concernant la Deuxième Guerre mondiale et qui reste toujours sans réponse est pourquoi le camp de la mort, connu sous le nom de Auschwitz-Birkenau ou simplement Birkenau, n'a pas été bombardé en 1944 alors qu'il en était encore temps. Nous ne comprenions pas pourquoi les Allemands et tous leurs amis collaborateurs pouvaient nous tuer sans que personne ne nous aide. Au plus fort de la guerre, les nazis utilisent la machine à tuer la plus efficace de l'histoire. 10 000 personnes par jour sont gazées et incinérées. En 1944, on estime que plus d'1 million de gens ont été assassinés à Auschwitz-Birkenau. Alors qu'une vaste campagne de bombardement est en cours en Europe, pourquoi les forces alliées n'ont-elles pas utilisé leur puissance de frappe pour détruire les fours crématoires à Birkenau ou les voies ferrées menant au camp? Et surtout, avaient-ils l'obligation morale de le faire? La guerre était d'une telle amplitude que même si on avait consacré énormément de ressources contre Birkenau, l'incidence aurait été à peu près nulle sur l'ensemble des opérations. Ils auraient eu à consacrer moins de 1% de leurs efforts au bombardement de Auschwitz. Un très faible pourcentage, un tiers de 1%, qui n'aurait eu aucune incidence sur la suite du conflit. Pourquoi les Alliés, et spécialement les Américains, n'ont-ils pas réagi? Est-ce par ignorance, par manque de ressources militaires ou par indifférence? Est-ce qu'une telle opération militaire de diversion aurait vraiment compromis l'effort de guerre? Pour répondre à ces questions, nous devons d'abord savoir ce que les Alliés connaissaient à propos du génocide en cours et savoir quand exactement ils ont appris l'existence des chambres à gaz et des fours crématoires. Les dirigeants des forces alliées savaient. Il n'y a pas de si ni de mais qui tiennent. Tous ceux qui prétendent que Roosevelt et Churchill se tenaient dans une sorte d'Olympe, d'où ils avaient une vue d'ensemble de la guerre et ne connaissaient pas ce détail, ont menti. Depuis le 24 novembre 1942, le département d'État possédait des informations qui ne lui permettaient de douter que tout cela se passait. Le rabbin Wise et d'autres membres influents de la communauté juive avaient obtenu avec difficulté un rendez-vous avec le président Roosevelt le 8 décembre 1942. Ils avaient apporté avec eux un rapport de 20 pages qui faisait état de toutes les informations qu'ils avaient compilées sur ces meurtres collectifs. Ce rapport avait pour titre « Plan d'extermination ». Ils voulaient que Roosevelt en prenne connaissance, mais Roosevelt leur a dit « Ce rapport de 20 pages donné au président Roosevelt et intitulé « Plan d'extermination » révèle l'existence d'un camp de la mort près de la ville polonaise de Auschwitz-Im, mieux connu sous le nom allemand d'Auschwitz. C'est un fait très significatif. Cela veut dire que le président Roosevelt savait, depuis au moins le 8 décembre 1942, que l'Holocauste était en cours. Des centres, établis à plusieurs endroits en Europe de l'Est, sont consacrés à l'extermination des Juifs selon des procédés systématiques. Le massacre de wagons entiers d'adultes et d'enfants juifs dans le grand crématorium à Auschwitz-Im, près de Cracovie, nous a été confirmé par des rapports de témoins oculaires récemment reçus à Jérusalem. Cette information avait été reléguée à la page 10 du New York Times 2 semaines plus tôt, le 25 novembre 1942. Les représentants juifs en Europe avaient compilé des informations sur Auschwitz-Birkenau et la résistance polonaise avait fourni une tonne d'informations sur les opérations à Auschwitz. Selon des témoins et selon Ultra, l'opération de décryptage britannique, les Alliés avaient en leur possession des informations sur les crématoriums avant même qu'on ait terminé leur construction. En 1942, les Britanniques ont intercepté des messages qui avaient été encodés par la machine allemande Enigma, une machine dont se servaient les SS et les officiers des camps de concentration pour communiquer. J'ai lu certains de ces messages décodés qui parlaient de la construction d'un immense four crématoire à Birkenau. Donc, ces informations étaient en circulation. Les mises à mort à Auschwitz et à Birkenau n'étaient pas un secret à l'Ouest.
Le 27 août 1943, réagissant à de nouveaux rapports qui affirmaient que des Juifs étaient tués dans des chambres à gaz à Auschwitz, le président du service de liaison des renseignements, William Cavendish Bentinck, écrit « Les Polonais, et surtout les Juifs, ont tendance à exagérer les atrocités allemandes en vue de nous échauffer l'esprit. » Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce commentaire de Cavendish Bentinck sera fait 8 mois après la déclaration des forces alliées du 17 décembre 1942, condamnant le gouvernement allemand pour leur intention d'exterminer le peuple juif d'Europe et dénonçant, dans les termes les plus virulents qui soient, leur politique brutale et délibérée d'extermination. On parle de cette déclaration du 17 décembre 1942, dans laquelle les gouvernements américains et britanniques et les autres gouvernements alliés reconnaissent pour la première fois de façon officielle la politique d'extermination des Juifs par les nazis. C'était la première fois que les forces alliées reconnaissaient publiquement et sans détour que les Juifs étaient en train de se faire massacrer. Au début de 1944, un concours de circonstances rend possible une frappe aérienne du camp de Birkenau et des voies ferrées avoisinantes en provenance de la Hongrie. Une cible de premier ordre et un objectif militairement atteignable. En mai 1944, les forces de l'air américaines et britanniques qui opèrent dans le sud de l'Italie depuis décembre 1943 commencent à bombarder les sites industriels de l'Axe en Europe centrale et en Europe de l'Est. Pour la première fois, les bombardiers alliés peuvent bombarder Auschwitz, qui se situe au sud-ouest de la Pologne, ainsi que les voies ferrées en provenance de la Hongrie. Le 19 mars 1944, le régent de la Hongrie, l'amiral Miklós Horthy, instaure un gouvernement fasciste sous la pression d'Hitler. La nouvelle situation politique signifie que 800 000 Juifs sont maintenant en danger de mort, quoiqu'ils ne le sachent pas encore. J'avais 17 ans quand tout a commencé et ils ont travaillé très vite. Ils sont venus à la maison. C'étaient des membres de la police hongroise avec leurs chapeaux à plumes. Ils nous ont fait sortir et ont mis les scellés sur la porte. Cette nuit a été une nuit horrible. Nous ne savions pas où ils nous conduisaient. C'était terrible de ne plus avoir de chez soi. Nous ne savions pas que nous allions à Auschwitz. Ils nous ont menti. Ils nous disaient que nous allions être transférés dans un camp de travail. Ils nous disaient que nous allions dans un camp pour travailler et qu'on s'occuperait de nous, qu'on serait nourris et payés et qu'on serait libres. 6 semaines plus tard, ils nous ont amenés à Auschwitz, dans ces wagons de marchandises. Vous savez, ces wagons pour le bétail. Les portes se sont ouvertes et nous avons été aveuglés par des projecteurs. Mes yeux se sont habitués à la lumière et j'ai vu alors que des SS se promenaient avec des chiens et qu'ils battaient les gens à coups de crosse et de bâtons afin de faire sortir tout le monde, jeunes et vieux, des wagons à bétail. Quand nous sommes arrivés à Auschwitz, ça a été la fin de tout ce que nous avions connu auparavant. Nous avons été choqués par ce que nous y avons vu. L'odeur qui flottait était répugnante. Ça sentait la chair qui brûle. C'est la seule façon que je peux vous décrire cette odeur. En sortant du train, j'ai demandé à un garde SS, mais qu'est-ce qui brûle ici? Qu'est-ce que cette flamme qu'on voit? J'avais 13 ans. Il m'a répondu que c'était une sidérurgie, une usine d'acier. J'ai su plus tard que c'était un four crématoire et qu'ils y brûlaient des gens jour et nuit. Ma sœur aînée s'accrochait au bras de ma mère en criant « C'est ma mère à moi ». Il la frappait pour qu'elle lâche prise en lui criant « Laisse-la, va avec les jeunes, ta mère s'en va avec les vieux ». Pendant qu'il la frappait, ma mère a pris une longue inspiration. Et c'est le dernier souvenir que je garde d'elle.
C'est tout, ils l'ont amené et gazé avec les autres. Toute ma parenté a été brûlée. Ma grand-mère, mes oncles, mes cousins, toute ma famille entière est partie en fumée. Tout le monde, chaque femme dans ce camp, attendait que les Alliés bombardent le camp, même si nous devions mourir. La résistance polonaise a réussi à envoyer des gens près des camps d'Auschwitz et de Birkenau. Certains membres de la résistance ont fourni des rapports très détaillés sur le nombre de prisonniers et sur les méthodes utilisées pour tuer et pour torturer dans ces camps. Le 21 mars 1944, 2 jours après que les fascistes aient pris le pouvoir en Hongrie, le Washington Post publie un rapport du gouvernement polonais en exil à Londres, déclarant « Les Polonais rapportent que les nazis tuent 10 000 personnes par jour ». Le rapport soutient que plus de 500 000 personnes, des Juifs pour la plupart, ont été mises à mort dans un camp de concentration à Auschwitz-Im, au sud-ouest de Cracovie. De plus, on y fait état de 3 fours crématoires qui ont été érigés à l'intérieur du camp, afin d'éliminer 10 000 cadavres par jour. Néanmoins, ce rapport comporte 2 erreurs. Il y avait un 4e crématorium, et en mars 1944, on estime que c'est plus d'1 million de Juifs qui avaient déjà été tués à Birkenau. Le 24 mars 1944, 5 jours seulement après que les nazis aient installé un gouvernement pantin en Hongrie, le président Roosevelt fait une conférence de presse et ce qu'il dit est rapporté à la une du New York Times. L'un des pires crimes de l'humanité, la mise à mort systématique des Juifs d'Europe, continue de se produire à chaque heure qui passe. Il reconnaît que les Juifs hongrois sont menacés d'annihilation et que tous ceux qui collaborent à la déportation des Juifs vers la mort en Pologne sont aussi coupables que ceux qui les exécutent. Cette déclaration intervient 2 mois avant qu'ils ne soient déportés dans les camps de la mort. Le président Roosevelt était certainement conscient de la situation en Hongrie en 1944 et de la possibilité que les Juifs hongrois soient déportés et tués à Auschwitz. Il semble n'y avoir aucun doute sur ce que les Alliés savaient et sur le temps qu'ils avaient pour réagir à la situation. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Un homme charismatique, vénéré par ses disciples. Mais derrière ce regard se cache un être démoniaque, assoiffé de pouvoir, manipulateur, violent et meurtrier. Basé sur une histoire vraie, Luc Picard incarne Roch Thériault. Moïse, l'affaire Roch Thériault à l'affiche dès le 26 avril. Voici le nouveau vu de Saturne. Si robuste et polyvalent qu'il est chez lui presque partout. Je l'ai vendu. Ils sont pas zébrés de mon ex-coloc. Un bijou de style! Moins cher que je pensais! Oui, mon annonce est passée une fois. Puis en la voyant, ben... Ah, j'ai sauté sur le téléphone! Téléannonce partout au Québec. 310 24 24 et sur Internet. Sitôt vu, sitôt vendu. Je t'assiste dessus! Voyons. Une autre affaire compliquée, tiens, l'Internet. Ces affaires-là, moi, je suis complètement nulle. Insérez le CD à web gratuit et en quelques clics de souris, vous êtes en ligne. Bon, j'ai le temps d'aller me chercher juste l'orange. Oh, wow, ça se fait seul. Plus de 30 millions de
gens dans le monde ont choisi la simplicité. Avec AOL, vous êtes en ligne, tout simplement. Unforgettable. Tant de souvenirs, tant d'émotions. La plus belle connexion de hits des plus grands crooners sur le marché. Everybody loves somebody sometime. Nat King Cole, Tony Bennett, Perry Como, Fred Astaire, Bing Crosby, Dick Hayes. To be you. Unforgettable Crooners, une compilation inoubliable. Seriez-vous étonné d'apprendre que tous veulent sauver de l'énergie et être moins dépendants des ressources naturelles non renouvelables? Le plus étonnant, c'est que nous pouvons maintenant sauver de l'énergie grâce aux plantes. Les cultures biotechnologiques de canola nécessitent moins de culture du sol, ce qui réduit la consommation de combustibles fossiles. Ceci n'est qu'un exemple qui démontre comment la culture biotechnologique peut nous aider à préserver l'énergie. Pour en savoir davantage, communiquez avec nous. Entre le 15 mai et le 7 juillet 1944, 440 000 Juifs hongrois ont été tués à Birkenau. La possibilité de bombarder Auschwitz est pourtant envisagée cette année-là. Les organisations juives et le gouvernement tchèque en exil à Londres insistent pour qu'une action militaire soit prise. Leur demande reste sans réponse. Quelles raisons leur donne-t-on pour justifier cette non-intervention ? La réponse des Américains à cette question d'Auschwitz est qu'ils essaient de mettre un terme le plus rapidement possible à la guerre et qu'en mettant fin à la guerre le plus rapidement possible, nous épargnerons des vies. La réponse de Roosevelt aux représentants juifs était que de gagner la guerre le plus rapidement possible serait la meilleure façon de sauver les Juifs, et que tout ce qui prolongerait indûment la guerre, incluant l'effort pour mettre un terme à l'Holocauste, irait à l'encontre du but recherché. Tout ce qui, selon eux, n'était pas consacré à mettre un terme à la guerre était une diversion et devait à cet égard être remis en question. En juin 1944, en réponse à ces demandes d'intervention, le département de la guerre américain en charge des opérations militaires, le OPD, se prononce contre, en expliquant que ces bombardements étaient impraticables parce qu'ils exigent que des effectifs essentiels au succès des forces déjà engagées dans des opérations militaires décisives soient détournés à leur profit. Cette position est adoptée par le sous-secrétaire à la guerre, John J. McCloy, dans sa lettre du 4 juillet 1944, en réponse à ces mêmes demandes d'intervention militaire. Le 14 août, en réponse à une autre demande similaire, John McCloy reprend la position de l'OPD et ajoute que, d'après une étude de la question, il appert que cette opération non seulement drainerait des effectifs nécessaires ailleurs, mais de plus serait d'une efficacité douteuse. Cette étude n'a jamais existé et des recherches ont été faites et rien n'a été trouvé. Le sous-secrétaire à la guerre, John McCloy, a dit « Non, nous n'allons pas le faire. Il n'y a pas eu d'étude détaillée sur la faisabilité d'une telle attaque. » Jusqu'ici, aucun historien n'a réussi à mettre la main sur une telle étude. McCloy avait enterré le projet et ses supérieurs hiérarchiques ne l'ont pas fait revivre. L'endroit le plus approprié pour vérifier si le bombardement de Birkenau était faisable aurait été dans le théâtre méditerranéen des opérations, la base militaire alliée la plus proche. Aucun test n'y a été fait. Si une étude avait été faite sur la question, les employés affectés au service des renseignements alliés à la base des opérations en Italie auraient été au courant que les camps qu'on croyait être des camps de travail étaient en réalité des camps de la mort. Ils l'ignoraient. L'information ne s'est pas rendue jusqu'à leur échelon. Cette carte géographique des endroits à bombarder, remise aux pilotes en prévision des raids alliés du 20 août et du 13 septembre, montre bien qu'une des cibles à atteindre, l'usine IG Farben, est située à 8 km à peine de Birkenau. On prévient même les pilotes chargés de bombarder l'usine IG Farben d'éviter la zone où se situe le camp. En nous donnant nos instructions avant le bombardement de la zone autour de Auschwitz, on nous a bien spécifié d'éviter le camp de travail.
Nous voulions éviter de le toucher afin d'épargner la vie de gens innocents. John McCloy, le sous-secrétaire de la Défense américain, dans sa lettre du 14 août, indique à tort que des bombardiers alliés sont affectés à des opérations décisives dans d'autres régions. Comme la stratégie des Américains et des Britanniques vise à détruire les industries allemandes qui fabriquent des produits synthétiques, la zone dans laquelle se situe Auschwitz, à l'époque où McCloy écrit sa lettre, est bombardée de toutes parts. Trzebinia Czechowice, Blechhammer, Odertal, Bohumin, Drohobice et Morawska Ostrava. Toutes ces villes sont bombardées en août. L'usine IG Farben est bombardée le 20 août, soit une semaine après la lettre de McCloy où il parle d'autres opérations décisives menées ailleurs. 126 bombardiers américains ont frappé Auschwitz. Et à combien de kilomètres était le camp et les chambres à gaz? À 8 kilomètres seulement. Et ce n'est pas la seule fois où ce type de contre-vérité, pour ne pas dire mensonge, est proféré. En Grande-Bretagne, Winston Churchill, à la demande de Chaim Weizmann et Moshe Chertok, les porte-parole des organisations juives, avait déjà approuvé une mission de bombardement sur Birkenau. Dans un mémo au secrétaire des Affaires étrangères, Anthony Eden, en date du 7 juillet 1944, Churchill écrit « Envoyez là-bas tout ce que vous pourrez et, si nécessaire, invoquez mon nom ». L'exécution de cette mission est confiée à Norman H. Bottomley, adjoint en charge de l'état-major de l'air britannique. Contrairement à John McCloy et au département de la défense américain, il croit en l'importance de faire une étude valable sur la question. En fait foi un mémo que Bottomley écrit le 2 août 1944. J'ai discuté avec le général Spaatz, qui s'est montré favorable à une telle opération. Mais avant de faire quoi que ce soit, il est nécessaire d'en savoir plus sur l'endroit, sur la nature des camps et des installations de Birkenau. Il est très important d'avoir des relevés photographiques de l'endroit. William Cavendish Bentinck lui répond dès le lendemain. Celui-là même qui disait en août 1943 que les rapports sur les atrocités allemandes étaient exagérés, lui répond que, à moins que l'état-major de l'air ne précise la localisation du camp, les pilotes auront beaucoup de difficultés à le trouver, ce qui n'est tout simplement pas vrai. À l'altitude à laquelle nous volions, de 7 à 9 000 mètres, si l'on nous demandait de repérer une vaste installation, ce n'était pas compliqué à faire. Et si nous n'avions pas été certains que c'était la bonne cible, nous aurions pris des photos. Nous avions assez de films pour le faire. Dire que les pilotes n'étaient pas habitués à repérer des cibles terrestres est complètement absurde. Si on nous avait dit que le camp était dans cette zone, nous aurions photographié la région. Le ministère britannique des Affaires étrangères, où Cavendish Bentinck est haut fonctionnaire, a déjà reçu un témoignage accablant de la part de deux évadés d'Auschwitz, Rudolf Werba et Alfred Wetzler. Le rapport Werba-Wetzler, qui a été largement diffusé en Suisse et en Angleterre, décrit en détail les déportations au camp, la procédure utilisée à Birkenau pour tuer les gens, et donne l'emplacement exact du camp, à 3 km de la ville de Auschwitzim. Pourtant, Cavendish Bentinck dit tout ignorer du camp de la mort établi à Birkenau. Par la suite, l'approbation de Churchill de bombarder Birkenau sera abandonnée pour des raisons qui restent nébuleuses. Les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères refusent de fournir au ministre de l'air britannique les informations qu'il réclame quant à la localisation du camp. Rien n'indique que Churchill ait fait quelque suivi que ce soit sur l'ordre qu'il avait donné de bombarder Birkenau. La région d'Auschwitz était certainement à la portée des avions de reconnaissance photo. En octobre 1942 et en août 1943, des photos aériennes de la raffinerie de Blechhammer ont été prises. La raffinerie est à 75 km à peine d'Auschwitz. Les Alliés auraient-ils pu, suite au rapport sur Birkenau reçu avant 1944, en vérifier l'existence en prenant des photos aériennes de la région? Au début de 1944, les industries d'Auschwitz retiennent l'attention des Alliés suite aux révélations d'un prisonnier belge évadé de l'usine Farben en mai 1943.
Pour confirmer les dires du prisonnier à propos des huiles et du caoutchouc synthétique fabriqué à la IG Farben, les Alliés effectuent une première mission de reconnaissance photo le 26 février 1944. Les photos ne seront d'aucune utilité à cause du temps couvert. On avait pour mission de photographier la région d'Auschwitz le 26 février 1944. Mon navigateur, Alistair Roger et moi l'avons en fait photographié. Le 4 avril 1944, l'usine Farben sera à nouveau photographiée. Les informations recueillies grâce à ces photos sont plus importantes qu'on ne l'aurait cru. On y constate pour la première fois l'existence du camp principal Auschwitz I. À l'extrémité de la gare de triage, le quartier général SS. Et à la pointe est, les premières baraques du camp Birkenau. Depuis le début de l'année 44, la région d'Auschwitz est constamment sous surveillance aérienne. Non pas à cause des camps de la mort, mais pour pouvoir bombarder l'usine Farben, qui fait partie des industries de guerre de l'Allemagne. Le Sud-Africain Charles Barry, pilote de reconnaissance photo qui a pris part à la mission du 4 avril, écrit que lui et ses deux navigateurs étaient devenus si habitués à survoler la région qu'ils auraient pu le faire sans carte géographique. Auschwitz est formé de 3 camps. Auschwitz I, le camp principal, Auschwitz II, Birkenau, et Auschwitz III, Buna, le camp Birkenau étant le plus important. 4 fours crématoires se situent à la périphérie ouest du camp Birkenau, une cible facile et accessible. Le 31 mai, le camp Birkenau au complet est pris en photo. D'autres missions de reconnaissance photo suivront. Celles du 26 juin, du 8 juillet, du 9 et du 12 août. L'usine Farben est bombardée le 20 août. Depuis le début de la guerre, les services de renseignement britanniques avaient photographié une grande partie du continent. Puis, lorsque les forces armées de l'air américaines se sont rendues en Italie, ils avaient des avions de reconnaissance qui prenaient des photos à très grande échelle. Nous avons donc des archives très complètes des vues aériennes de l'Europe. À l'époque, nous avions l'information nécessaire. Nous aurions pu bombarder les camps. Tout était là. Ce qui veut dire que le 3 août 44, date à laquelle Cavendish-Bentinck écrit le mémo dans lequel il émet de sérieuses réserves quant à la possibilité de localiser le camp Birkenau, les Alliés avaient déjà dans leurs archives des photos du site. Pourtant, personne n'a songé à les consulter et si on l'a fait, on les a tout simplement ignorées. Avoir ces photos en main est une étape importante, mais préliminaire. Il s'agit maintenant de savoir s'il aurait été possible de localiser les 4 fours crématoires de Birkenau à l'intérieur même du camp. On a testé la Subaru Forester, on a testé la Subaru Legacy et maintenant la Subaru Impreza. C'est officiel. L'Institut des assureurs américains a accordé à chaque Subaru testé la meilleure cote possible. Le monde serait-il plus sûr si chacun conduisait une Subaru Attraction intégrale? Ça ne pourrait pas nuire. Subaru, c'est ça, l'attraction intégrale. C'est la compagnie qui hérite et ça me fait plaisir. Moi, je vais prendre le carré d'agneau et les calmars grillés, s'il vous plaît. Ce sera la bisque de crustacés et pourquoi pas le plateau de fruits de mer. Moi, je vais prendre le magret de canard. Ah non, les langoustines et une salade de capucine. 164 et le vin est pas encore compris. Bon, monsieur? Le 5 $ du jour est à combien? Les finances de votre entreprise vous préoccupent? Rencontrez votre conseiller de la Banque de Montréal et profitez. Voici le riz et les pâtes Bistron Express d'Uncle Ben's. 8 incroyables saveurs en 2 incroyables minutes. Voyons. Une autre affaire compliquée, tiens, l'Internet. Ces affaires-là, moi, je suis complètement nulle. Insérez le CD à web gratuit et en quelques clics de souris, vous êtes en ligne. Bon, j'ai le temps d'aller me chercher le jus d'orange. Oh, wow, c'est spécial. Plus de 30
millions de gens dans le monde ont choisi la simplicité. Avec AOL, vous êtes en ligne, tout simplement. Voici l'essuie-tout Bounty à la texture doublement gaufrée. L'essuie-tout Rapido Presto est maintenant gaufré 2 fois. Chaque feuille est gaufrée une première fois, puis une seconde, pour que l'essuie-tout puisse tenir bon. Il est donc assez résistant pour absorber les liquides et les pires dégâts sans tomber en morceaux. Découvrez sa résistance. Utilisez Bounty pour toutes vos tâches de nettoyage quotidiennes et même pour celles auxquelles vous n'auriez jamais pensé. L'essuie-tout Rapido Presto Bounty, maintenant doublement gaufré. Crest présente une brillante idée. Ce nouveau blanchissant a double action, car en plus d'aider à éliminer les taches au brossage régulier, il ajoute une couche protectrice qui aide à repousser les nouvelles taches. Pour un sourire frais et brillant, le nouveau blanchissant à double action de Crest. Pour avoir la coiffure que vous voulez, Physique vous propose un nouvel outil coiffant. Votre ordinateur? Visitez www.physique.com aujourd'hui et obtenez des échantillons gratuits. À partir du 3 août 1944, on possède assez de renseignements et assez de photographies aériennes de première qualité pour localiser d'une façon précise le camp Birkenau ainsi que ses 4 crématoriums. Il s'agit maintenant de savoir si les renseignements sur les camps de la mort disponibles avant 1944 étaient suffisamment étoffés pour mener à bien une opération militaire. Les gens qui étaient affectés au service de renseignement et qui interceptaient les communications codées recevaient, pour ainsi dire, des rapports en direct. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que ces gens-là savaient. Si seulement ils avaient passé l'information aux interprètes photos. Il y avait assez d'informations disponibles vers la fin de 1942 et très certainement pendant l'année 1943 pour que les gouvernements alliés se concertent afin de mettre un terme à ces tueries. La rumeur veut que les interprètes photos aient été une bande d'incompétents. Et ça, c'est des foutaises. En 1944, nous étions très expérimentés et capables d'extraire l'information à partir des photos. Connaissant l'ingéniosité des stratèges qui faisaient partie des forces de l'air, les Britanniques, les Américains, les Français, je crois que si on leur avait confié cette tâche, ils l'auraient menée à bien. Tout ce qu'ils avaient à dire, c'était « Nous savons qu'il se passe des choses dans cette région. Des gens y sont tués. Pouvez-vous essayer de trouver l'emplacement? » Même avec le peu d'expérience que j'avais à l'époque, j'aurais pu le trouver. La grande tragédie, c'est que les Alliés avaient assez d'informations pour commander une étude de faisabilité des mois avant la déportation des Juifs hongrois, en mai 1944. Une autre question qui hante les survivants de l'Holocauste, comme les historiens, est celle-ci. Pourquoi n'a-t-on pas bombardé les voies ferrées et les ponts menant au camp de la mort de Birkenau? L'un des arguments qu'on avance contre le bombardement des voies ferrées est que la mesure aurait été inefficace parce que les rails sont facilement et rapidement réparables. Même si les rails peuvent être facilement réparés, ce n'est pas le cas des tunnels, des viaducs et des ponts. Réparer des voies ferrées ne prend pas beaucoup de temps, peut-être un jour ou deux. Mais réparer des ponts était beaucoup plus long. Et les ponts situés dans des endroits éloignés, encore plus difficiles. Au début de 1944, les stratèges militaires de la force opérationnelle du bassin méditerranéen concluent que le meilleur moyen de stopper tout trafic ferroviaire est de bombarder les ponts. Des demandes d'approbation pour bombarder les voies ferroviaires menant à Auschwitz, incluant les ponts qui sont utilisés pour les déportations, seront formulées mais resteront sans réponse. L'ensemble des commandants militaires alliés sont contre ce qu'ils considèrent comme une diversion dans l'effort de guerre. Attaquer de front les centres d'extermination semble être l'alternative qui s'offre aux Alliés. Quelles sont les contraintes pratiques qui les empêchent de détruire les chambres à gaz et les fours crématoires? Et surtout, ces contraintes n'auraient-elles pas pu être surmontées? Parmi ce qui fait obstacle aux Alliés, les défenses aériennes ennemies, soit les canons anti-aériens, les écrans de fumée et les avions de combat.
Mais au milieu de l'année 1944, l'armée de l'air allemande est déjà si affaiblie qu'elle doit choisir avec soin les batailles qu'elle mènera. Et lorsqu'elle choisit de se battre, la Luftwaffe doit faire face à un ennemi qui possède une supériorité tant numérique que technologique. Dans le bassin de la Méditerranée à l'été 1944, les combats air-air sont pratiquement inexistants. L'aviation ennemie était considérablement diminuée. La plupart des avions ennemis n'étaient pas au combat parce que les Allemands manquaient de carburant. Notre groupe a subi une attaque de 20 avions. Nous avons perdu 4 avions dans cette bataille en mai 44. Mais après cela, par une mission sur Vienne, nous n'avons vu que très rarement des avions ennemis. Les Allemands avaient concentré leurs forces de défense en Allemagne même. De fait, les bombardiers alliés qui détruiront le complexe industriel Farben à Auschwitz le 20 août et le 13 septembre 1944 font face à une résistance aérienne symbolique. Durant la mission du 20 août, les avions alliés feront face à 79 gros canons anti-aériens, dont 50 venaient à peine d'être installés en prévision d'une attaque alliée. Malgré ces défenses anti-aériennes, les Alliés ne perdront au combat qu'un seul bombardier sur les 127 qui font partie de la mission. Le 13 septembre, seulement 3 avions sur 96 seront abattus. Un bilan nettement en dessous de la normale pour la 15e unité de l'armée de l'air. L'écran de fumée est une autre tactique de défense contre les bombardements. Si les Allemands se doutaient qu'une cible serait attaquée, ils activaient leurs appareils à fumée pour la camoufler. Même avec un ciel dégagé, ces écrans de fumée rendaient le bombardement difficile. Voici une photo du complexe industriel à Auschwitz, obscurci par un écran de fumée. Néanmoins, les photos aériennes de Birkenau prises pendant les missions du 20 août et du 13 septembre nous montrent qu'aucun écran de fumée n'obscurcissait la vue du camp de la mort et que la fumée au-dessus de l'usine qui était à proximité ne touchait pas Birkenau. La visibilité au-dessus de Birkenau est démontrée par cette remarquable photo, une des plus surprenantes de la Deuxième Guerre mondiale, prise durant la mission sur Auschwitz du 13 septembre. On y voit clairement les bombes alliées en vol plané, directement au-dessus des crématoriums. Toutefois, leur cible n'est pas Birkenau, mais le complexe industriel Farben, situé à 8 km. Lorsque nous avons vu ces bombardiers, nous nous sommes dit « Faites qu'ils bombardent les crématoriums, faites qu'ils arrêtent ce qui se passe, faites qu'ils arrêtent les incinérations. » Nous entendions les bombes tomber. La terre tremblait. Peu nous importait, c'était de la musique à nos oreilles. Les avions nous survolaient constamment. Ils faisaient un boucan du diable. Des gens disaient aux autres que c'étaient les Alliés. Ils disaient « Entendez-vous, les enfants, cette merveilleuse musique qui nous vient du ciel ?» Soudain, nous avons regardé vers le ciel qui brillait comme un immense miroir. À ce moment-là, le monde entier s'est embrasé. On sautait de joie, les bras en l'air. Nous étions si contents. Et nous essayons d'attirer leur attention. Nous sommes ici, aidez-nous. Jamais nous n'avons pensé que ces bombes pouvaient nous tomber sur la tête. Nous étions si heureux. Des missions de bombardement conduites avec succès dans le sud de la Pologne et ailleurs démontrent bien que les défenses allemandes, quoique formidables, sont loin d'être insurmontables. Ceux qui s'opposent au bombardement des camps d'Auschwitz soutiennent qu'une attaque aérienne aurait tué beaucoup de prisonniers. Les leaders des communautés juives eux-mêmes répondent à cet argument en faisant valoir que ces prisonniers n'étaient que des morts en sursis. Les 4 fours crématoires n'auraient-ils pas pu être détruits avec un minimum de dommages collatéraux? C'est une autre question à laquelle fait face l'état-major des forces aériennes alliées. On peut tenter de répondre à cette question en examinant une mission comparable à celle de Birkenau. Une attaque semblable a été effectuée le 24 août 1944. La mission était de bombarder un complexe industriel adjacent au camp de concentration de Buchenwald, près de Weimar, en Allemagne. J'étais commandant en chef du 401e groupe de bombardement pendant cette mission. Ce fut un succès. Le camp de concentration était juste à côté des usines et n'a pas été touché. Ça a été un bombardement extrêmement précis. Afin d'éviter que le camp de concentration ne soit touché, les pilotes reçoivent l'ordre de ne bombarder que lorsqu'ils sont absolument sûrs de leur cible.
Les instructions pour la mission sur Weimar étaient très claires. Les instructeurs insistaient sur le fait qu'il y avait un camp de concentration à proximité et qu'on devait faire des efforts particuliers pour ne toucher que la cible et seulement la cible. Malgré la possibilité de tuer des milliers de prisonniers, les commandants en charge de l'armée de l'air sont confiants de pouvoir détruire l'usine située au cœur même de l'Allemagne et décident de risquer le tout pour le tout. Ils s'attaquent à une fabrique de fusées V1 tout près de Buchenwald qui doit être détruite pour des raisons politiques. On pourrait bien argumenter que c'était une perte de temps et d'énergie que de vouloir empêcher que les bombes volantes, les fusées V1 et V2, de s'abattre sur l'Angleterre. Le général Spaatz était très violemment opposé au bombardement des fabriques de fusées V1 parce que c'était une entorse à la stratégie de guerre adoptée. Cette question était devenue un enjeu politique au sein du gouvernement britannique. Les gens étaient persuadés que cela devait être fait. Cela nous démontre que s'ils doivent bombarder une cible qui revêt une importance politique, ils passeront à l'action, au risque de toucher des endroits non ciblés. Rien ne nous permet de croire qu'ils n'auraient pas pu faire la même chose à Birkenau. C'est une question de conviction. Si les gens avaient été convaincus qu'ils devaient détruire les camps de la mort, je pense qu'ils l'auraient fait. La capacité des Alliés de bombarder Birkenau est incontestable. Techniquement, nous aurions pu bombarder les crématoriums en utilisant des B-17 à une altitude de 7000 mètres par temps dégagé. Ils avaient la capacité de bombarder Birkenau. Les 4 crématoriums de Birkenau, tout comme les usines de Buchenwald, étaient près des baraques des prisonniers. Une analyse de la trajectoire probable des bombes nous montre que la plupart n'auraient pas touché la zone des baraquements. Pour diminuer les risques de dommages collatéraux, les stratèges auraient pu suggérer l'utilisation de bombardiers moyens, comme les B-25, qui étaient d'une plus grande précision. Même si bombarder à basse altitude peut paraître mettre les avions à la merci des canons antiaériens, leur maniabilité et la trajectoire réduite des bombes les rendent plus difficiles à toucher. La précision des bombardements à moyenne altitude est démontrée avec éclat le 18 août 1944, lors d'une attaque sur le port de Toulon, une attaque semblable à celle qui aurait pu être menée sur Birkenau. L'invasion du sud de la France a débuté le 15 août 1944. Le 321e a été appelé pour bombarder le bateau de guerre le Strasbourg et le croiseur la Galisonnière. 36 bombardiers B-25 du 321e groupe de bombardement reçoivent l'ordre de détruire 4 petites cibles bien déterminées. Cela demandait un bombardement très précis. Et nous avons attaqué même si les cibles étaient très bien défendues par des canons antiaériens. Le port de Toulon était protégé par 82 canons antiaériens. Malgré le feu nourri qu'ils doivent essuyer, les bombardiers réussissent à toucher leur cible. Le sous-marin a été coulé, le navire de guerre a pris feu et est devenu complètement hors d'usage. Le croiseur gît sur son flanc. Le destroyer avait quitté les lieux avant le début de l'attaque. Nous avons été très chanceux. Nous n'avons pas perdu un seul avion ni un seul pilote. Une attaque semblable à celle de Toulon aurait pu être menée contre les 4 crématoriums de Birkenau. Je suis certain que les B-25 auraient pu attaquer les centres d'extermination. Les 4 édifices étaient placés 2 par 2, un espace de 320 mètres séparait les 2 édifices. Et les 2 autres étaient à environ un demi-kilomètre de là. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu quelques dommages collatéraux, parce qu'il faut se rappeler que les baraques étaient très près des crématoriums. Avec 3 avions par édifice, on avait de bonnes chances de les détruire sans causer de dommages collatéraux. Oui, je pense que les B-25 auraient pu être utilisés avec succès. Quand on est grand, on est parfois pris de court. Si on découvre une chose qu'on aime, on n'en trouve pas à sa taille. Moore semble comprendre ça mieux que quiconque. Leurs vêtements sont à la mode, il y a du choix et on n'est pas traités comme des mutants. De nos jours, c'est rare. Et quand on est grand, on aime bien trouver un vêtement qui nous va. Pour des raisons évidentes. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Moores.
d'un quart de kilomètre et pesant plus de 46 000 tonnes, ce transatlantique échoue le 14 avril 1912. Près d'un siècle plus tard, Jack Dawson et Rose nous font revivre ce drame dans le film Titanic. Des recherches dévoilent la vraie identité du passager Dawson, dont le corps repose en Nouvelle-Écosse. Titanic, le véritable Jack Dawson, à la face cachée de l'histoire, ce soir 20h sur Historia. Alors, finalement... Oui, j'ai trouvé. Bon, regardez bien. La nouvelle Civic SIR de Honda. Seriez-vous étonné d'apprendre que tous veulent sauver de l'énergie et être moins dépendants des ressources naturelles non renouvelables? Le plus étonnant, c'est que nous pouvons maintenant sauver de l'énergie grâce aux plantes. Les cultures biotechnologiques de canola nécessitent moins de culture du sol, ce qui réduit la consommation de combustibles fossiles. Ceci n'est qu'un exemple qui démontre comment la culture biotechnologique peut nous aider à préserver l'énergie. Pour en savoir davantage, communiquez avec nous. Paix sur Terre, Pacem in Terris, un album exceptionnel. Pacem in Terris, 11 chefs-d'œuvre éternels de chant grégorien. Dom Minier et la Schola Saint-Benoît, le souffle apaisant de la musique sacrée. Crest présente une brillante idée. Ce nouveau blanchissant a double action. Car en plus d'aider à éliminer les taches au brossage régulier, il ajoute une couche protectrice qui aide à repousser les nouvelles taches. Pour un sourire frais et brillant, le nouveau blanchissant à double action de Crest. Notre cover girl, pour son grand jour, a dit « Pas de rouge à lèvres qui ne résiste pas ». Outlast dure 8 heures sans retouche. Du baiser au gâteau, rien ne lâche prise. 34 teintes, 0 retouche. Le coloris à lèvres Outlast, simplement vous, simplement belle cover girl. Nouvelle fraîcheur saisonnière. La fraîcheur des saisons et le pouvoir nettoyant antibactérien si fiable de Monsieur Net. Le camp de la mort était une cible comparable à bien d'autres cibles qui avaient été bombardées avec succès durant la guerre. Ce fait bien établi, la question que l'on doit se poser est la suivante. Les Alliés auraient-ils dû envoyer leurs avions bombarder le camp de la mort ? La réponse à cette question ne réside pas dans la difficulté d'exécution d'une telle mission, que les Alliés n'ont d'ailleurs pas évaluée, mais dans la façon d'établir ce qui constitue ou pas une cible prioritaire. Spaatz et Eisenhower avaient le pouvoir d'autoriser le bombardement de n'importe quelle cible en Europe. Mais nous devons replacer ce pouvoir en perspective. Avant d'autoriser un bombardement qui pouvait avoir des ramifications politiques et diplomatiques, ils devaient en vérifier toutes les conséquences. Est-ce par incompétence, par indifférence, par indécision, par incrédulité ou par antisémitisme? Toutes ces pistes nous suggèrent que la décision de ne pas bombarder Birkenau déborde largement du cadre de la faisabilité militaire. Lorsque les gens au département de la guerre se sont aperçus qu'on s'attendait à ce qu'ils participent à une opération de sauvetage, ils ont réagi de façon assez négative. Je ne crois pas que les décideurs au sein du gouvernement américain et de l'armée de l'air se soient sentis suffisamment concernés par ce problème. Les fonctionnaires de l'OPD ont tout simplement consulté notre politique sur le sauvetage et ont décidé, à partir de ces politiques, de ne pas participer au sauvetage. Et la requête n'a pas été approuvée. Les Alliés avaient leurs priorités et nous n'en faisions pas partie. Essayez de demander aux stratèges militaires de bombarder quelque chose qu'ils ne considèrent pas comme stratégique. La proposition ne sera pas très bien reçue parce qu'elle risque de créer un précédent. Imaginez ce que l'on nous demandera ensuite, se diront-ils. Je suis sûr qu'il disait vrai lorsqu'il répondait que leur but était de mettre un terme à la guerre le plus rapidement possible.
Mais je pense qu'ils auraient aussi pu se pencher sur la question des camps d'extermination, s'ils avaient vraiment eu à cœur de sauver ces gens. Mais il semble que cela ne leur ait même pas effleuré l'esprit. Toutefois, quelques historiens adoptent la position officielle des dirigeants durant la guerre et soutiennent que les camps de la mort n'étaient tout simplement pas des cibles stratégiques et que les bombarder n'auraient eu pour effet que de retarder la victoire finale. Que ce n'est pas par dureté ou par manque de cœur que les dirigeants ont pris cette décision, mais par souci de mettre l'aviation alliée uniquement au service de la victoire. Ces assertions sont dans l'ensemble vraies, mais il y eut des exceptions. Le ravitaillement effectué par les forces de l'air pendant l'été 1944 pour secourir l'armée polonaise, assiégée par les nazis à Varsovie, constitue une action militaire inutile. Les dirigeants savaient fort bien que ces vivres n'auraient aucun effet sur le siège en cours, mais ont tout de même autorisé cette mission. Le ravitaillement de Varsovie en 1944 est un exemple flagrant d'une opération militaire effectuée pour des raisons strictement politiques durant la Seconde Guerre mondiale. En avril 1944, le gouvernement britannique ordonne que des vivres soient acheminés dans le sud de l'Arabie afin de sauver 15 000 bédouins de la famine. Le corps expéditionnaire est constitué de 6 bombardiers Wellington, avec le personnel de vol et des équipes de soutien. Ces avions britanniques ont été envoyés en mission humanitaire 6 semaines seulement avant le débarquement en Normandie. Pourquoi un effort humanitaire semblable n'a-t-il pas eu lieu à Birkenau, où l'on tuait 10 000 personnes par jour? Aux États-Unis, au département de la guerre, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il y avait le secrétaire Stimson et son adjoint John McCloy, qui démontraient un grand intérêt pour ce qu'ils appelaient les artefacts de la civilisation. En août 1943, à cause en partie de demandes d'individus et d'institutions influentes, la commission Roberts est formée sur un décret du président Roosevelt. Son mandat est d'aider à préserver des bombardements alliés en Italie et en Allemagne les édifices culturels, historiques et religieux de la civilisation occidentale. Avec l'aide des forces armées de l'air, la commission a pu sauver de la destruction un grand nombre de bâtiments. Dans la 15e de l'armée de l'air, nous faisions très attention d'éviter de bombarder les emplacements culturels et religieux. Nous étions constamment sous contrainte, parce qu'il y avait tant d'édifices historiques qu'il fallait éviter de toucher. Un effort considérable avait été fait par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Il y avait des gens qui travaillaient pour le Conseil américain des communautés culturelles, pour le groupe de défense de Harvard. Les États-Unis avaient même préparé un atlas des sites en Italie qui ne devaient pas être bombardés dans la mesure du possible. McCloy lui-même s'est chargé d'empêcher que la ville allemande de Rothenberg soit bombardée à cause de son architecture médiévale remarquable. Concernant les gens dans les camps de concentration et dans les camps de la mort tout particulièrement, il m'apparaît bizarre qu'on ait eu ni le temps ni les ressources pour les secourir, alors qu'on consacre beaucoup de temps à sauver ce qu'on appelle les monuments historiques. C'est un étrange paradoxe de constater que des personnes en haut lieu aient été plus soucieuses de sauver des objets d'art et autres objets anciens de la civilisation que de sauver des vies humaines. La destruction des installations de la mort aurait pu considérablement ralentir la tuerie systématique des Juifs. Les travaux pour construire ces 4 crématoriums ont duré 8 mois, au summum de la puissance nazie. Les reconstruire dans la dernière année de la guerre aurait été presque impossible. Un bombardement aurait retardé les opérations de mise à mort et les aurait rendues moins efficaces. En rétrospective, il n'existe pas de réponse simple pour expliquer comment les gouvernements des 2 plus grandes démocraties occidentales, tout en sachant qu'il existait un endroit où l'on tuait chaque jour, jour après jour, 10 000 personnes sans défense, puissent ne pas ressentir le besoin de tout faire pour mettre fin à la situation. Les Alliés auraient pu faire beaucoup plus pour informer les Allemands qu'ils savaient ce qu'ils nous faisaient.
Il n'y avait personne pour défendre la cause des Juifs dans les cercles politiques alliés. Vous savez, on aurait eu au moins l'impression qu'on se souciait de nous si les Alliés avaient bombardé. C'est triste, mais c'est un fait. Il n'y avait pas beaucoup de militaires haut gradés juifs dans les armées alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ceux qui y étaient avaient plutôt tendance à vouloir passer inaperçus, à ne pas mettre l'accent sur leur côté juif. Pourquoi? Parce que la communauté juive était effrayée par la montée de l'antisémitisme. C'est ce qui a fait défaut au moment où on a reçu ces requêtes. Des requêtes souvent désespérées de gens, d'organisations de réfugiés ou d'autres, qui demandaient qu'on pose des gestes face au camp de la mort. Il y a eu un manque d'empressement de la part des dirigeants politiques. Je n'ai trouvé nulle part cette voix dans les antichambres du pouvoir qui réclamait le bombardement d'Auschwitz, qui insistait et revenait à la charge pour que cela se fasse. Je pense pouvoir dire que les politiques et que les mentalités étaient inadaptées. Quand vont-ils venir nous libérer? Quand vont-ils détruire les Allemands? Quand vont-ils détruire les camps? Cela ne s'est pas produit. Cela ne s'est pas produit. Personne n'est venu. Personne.